Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va reprendre la lecture du 5e chapitre sur l'impasse citoyenniste. Donc commençons. Chapitre 5, Citoyennisme et Révolution. Tout l'ancien mouvement révolutionnaire reposait sur la reprise en main par les ouvriers du mode de production capitaliste dont ils se sentaient virtuellement possesseurs en raison de la place effective qu'ils occupaient dans la production. Cette place effective, ce rapport réel du prolétariat avec la production, a été laminé dans les années 70 par l'automation et la précarisation. Certains radicaux, comme ceux de l'Encyclopédie de nuisance ou Kamat, ont senti ou théorisé cette transformation. Mais ils ne pouvaient sortir de cette conception ancienne de la révolution sans abandonner la révolution elle-même, et c'est bien ce qui se passa. L'IS, après tout, ne préconisait qu'un meilleur emploi des forces productives, pour la création de situations par le biais des conseils ouvriers. Ils ne voyaient pas, mais à ce moment-là, qui pouvait le voir ? En quoi le mode de production capitaliste était capitaliste, en quoi l'automation qu'il vantait n'était pas un moyen de libérer du temps pour vivre sans temps mort et jouir sans entrave, mais une façon de dégager du profit pour le capital. Et après la contre-révolution des années 70-80, ils ont simplement identifié cette même production que les ouvriers avaient échoué à reprendre comme source de tous leurs maux. Au lieu de percevoir la disparition du vieux mouvement ouvrier comme une nouvelle condition d'un mouvement révolutionnaire à venir, et surtout comme chance de ce mouvement, ils l'ont perçu comme une catastrophe. Et ce fut bien une catastrophe pour l'ancien mouvement ouvrier, son arrêt de mort. La plus grande partie de la génération post-68 d'Ard s'est ainsi engloutie dans le vide laissé par cette défaite. Et nous ne songeons certes pas à leur reprocher. Une conception vieille d'un siècle ne s'oublie pas en un jour, ni même en 20 ans. Aujourd'hui, ce bilan peut commencer à se faire. Nous avons eu, depuis 1995, le privilège douteux de voir une idéologie se bâtir sur les ruines de la Révolution. Si nous l'avons assez rapidement identifiée dans ce qu'elle avait de nouveau, il a été un peu plus long pour nous de l'apercevoir dans ce qu'elle avait d'archaïque, c'est-à-dire d'historiquement déterminé. Nous avons indiqué plus haut que cette idéologie, le citoyennisme, pratiquait l'art d'accommoder les restes du vieux mouvement révolutionnaire. C'est parce qu'au fond, le vieux mouvement révolutionnaire ne constituait pas un dépassement du capitalisme, mais d'une gestion de celui-ci par la classe montante, qui était censée être le prolétariat, ce que le citoyennisme se veut aujourd'hui réformiste. La gestion ouvrière du capital s'est simplement aujourd'hui transformée en répartition des richesses, en taxation du capital, la production disparaissant derrière le profit, derrière le capital financier, derrière l'argent. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat, dit le slogan. Certes, oui, mais au nom de quoi cet argent devrait-il atterrir dans les poches des prolétaires? Pardon, des citoyens. Le vieux mouvement ouvrier n'ayant pas pu aboutir à la communauté humaine se change ainsi en simple intéressement au profit capitaliste de façon obscène et révélatrice. Il faut toutefois noter que si on se demande que de l'argent au capitalisme, c'est aussi parce qu'on sait bien qu'on ne rien pouvoir en attendre d'autre. Il y a certes là de quoi écœurer un vieux révolutionnaire, un de ceux qui pensaient pouvoir construire un monde meilleur. Mais s'il était déjà illusoire de penser pouvoir construire ce monde par la gestion ouvrière du capital, s'il est tout à fait de penser pouvoir contraindre le capitalisme à partager ses profits pour le bonheur de tous ses citoyens, à supposer même que leur argent puisse faire notre bonheur. Le citoyennisme touche au point central d'une illusion vieille d'un siècle, et c'est cette illusion, déjà morte dans les faits, est sur le point d'être détruite. Tout est à nous, rien n'est à eux, s'obstinent-ils à chanter dans leurs manifestations. Mais le capital, cette masse d'argent ne visait qu'à s'accumuler par la domination de l'activité humaine, et donc par la transformation de cette activité suivante, ses propres normes, à créer un monde où tout est à lui, rien n'est à nous. Il ne s'agit pas seulement de la propriété privée des moyens de production, mais également de leur nature et de leur but. Le capital ne s'est pas simplement approprié ce qui était nécessaire à la survie de l'humanité, ce qui n'était que le premier moment de sa domination. Il l'a également transformé par l'industrialisation et la technologie, de telle manière qu'aujourd'hui, presque plus rien n'est produit pour être consommé, mais simplement pour être vendu. Produire pour nos besoins ne peut être le fait du capitalisme. Presque plus rien ne subsiste de l'activité humaine pré-capitaliste. Le monde est bel et bien devenu une marchandise. Le capital n'est pas une force neutre qui, si on l'orientait convenablement, pourrait aussi bien faire le bonheur de l'humanité qu'il a fait sa perte. Il ne peut pas dépouler aussi bien qu'il pollue, comme l'a prétendu un citoyenniste écologiste, puisque c'est ce mouvement même qui l'a amené inéluctablement à polluer et à détruire.
c'est-à-dire que le mouvement d'accumulation et de production pour l'accumulation passe par-dessus toute idée de besoin, et donc également du besoin vital qu'est pour l'humanité la préservation de son environnement. Le capital ne suit que ses propres fins. Il ne peut être un projet humain. Il n'y a pas une autre mondialisation. Il n'y a pas face à lui les besoins de l'humanité, mais la nécessité de l'accumulation. S'il se met à recycler, par exemple, la branche ainsi créée fera tout pour avoir toujours de quoi recycler. Le recyclage, qui n'est qu'une autre façon de produire de la matière première, crée toujours plus de déchets recyclables. En outre, il pollue bien autant que n'importe quelle autre activité industrielle. Nous devons ici, pour éviter toute confusion, nous porter en faux contre cette idée quelque peu paranoïaque que véhiculent certains radicaux, selon laquelle le capital polluerait pour créer un marché de la dépollution, ou en tout cas que chaque dégât provoqué par le capitalisme engendrera des marchés pour la réparation de ces dégâts. Selon le schéma du pompier incendiaire, il y a des dégâts, ils sont nombreux, que personne ne veut réparer, simplement parce que leur réparation ne constitue pas un marché. La preuve en est que la plupart du temps, les États qui doivent assumer seuls le coût de la dépollution, et le conflit peut se situer là, entre les États et les entreprises, et tout le débat sur les pollueurs-payeurs en est la manifestation. Limiter la casse, et surtout les frais, sans pour autant faire fuir les investisseurs, telle est la quadrature du cercle que le capitalisme écologique doit résoudre, tel est le véritable enjeu des réglementations écologiques. Il ne s'agit en tout cas jamais de ne plus polluer, mais de savoir qui doit payer dans le cas où la pollution est par trop catastrophique et visible. Le prétendu marché de la dépollution, contrairement à celui du recyclage, n'existe pas vraiment, parce qu'il ne produit aucun bénéfice en retour, sinon celui très relatif de se mettre en conformité avec certaines réglementations, et ce n'est donc qu'une pure charge pour les entreprises, charge qu'elles ont intérêt à limiter au maximum. Personne ne veut dépolluer, et on l'a vu à la récente conférence de La Haye. Nous pourrions développer plus longuement tout ceci, mais cela débordera notre propos. Nous voyons en quoi ici qu'il ne saurait être question d'une gestion humaine de la production capitaliste, et encore moins de reprendre telle quelle cette production. Tout est à reconstruire. La révolution aussi, le moment du grand démantèlement, et pour la reprise sur des bases inédites de l'activité humaine, aujourd'hui presque entièrement dominée par le capital. Le vieux mouvement ouvrier manifestait le lien unissant capitalisme et prolétariat. Le plus exploité des ouvriers pouvait se sentir dépositaire à travers son travail d'un monde futur où le travail dominerait le capital. Le parti était à la fois une famille et un état ouvrier en germe. Chaque chef syndical pouvait se sentir lié à la communauté ouvrière, à la fois présente et à venir. Les transformations du monde de production capitaliste au cours des 20 dernières années ont laminé tout ceci, généralisant la séparation des individus. Dans son expansion, le capitalisme a dû détruire les vieilles communautés de souche paysannes pour créer la classe ouvrière qui lui était nécessaire. À peine cette classe ouvrière créée, il doit de nouveau la détruire, et se trouve en face au problème de l'intégration du million d'individus à son monde. Les citoyennistes apportent une réponse dérisoire en tentant de reconstituer le lien qui unissait autrefois la classe ouvrière par celui qui unissait les citoyens, c'est-à-dire l'État. Cette recherche de la reconstitution du lien à travers l'État se manifeste dans le nationalisme latent du citoyennisme. Le capital, abstrait et sans visage, est remplacé par les figures nationales, par la moustache de José Bové, ou la réhabilitation de l'hymne tsariste en Russie. Il ne s'agit plus de citoyennisme bien sûr, mais d'une manifestation d'un nationalisme bien plus général et également sans issue. Mais l'État ne peut offrir que des symboles, des ersatz de liens, parce qu'il est lui-même, pour ainsi dire, saturé de capital, et qui ne peut agiter ces symboles que dans le sens qui lui est dicté par la logique capitaliste à laquelle il appartient. Le citoyen, comme lien, est la manifestation d'un vide, ou plutôt du fait qu'il appartienne maintenant au capitalisme et à lui seul d'intégrer ces milliards de gens privés de communauté, et nous sommes obligés de constater qu'il le fait, jusqu'à présent, tant bien que mal. Cependant, le capitalisme est toujours confusément perçu comme une force extérieure et hostile à l'humanité, soit qu'il la prive de pain, soit qu'il la prive de sens. Dans les sociétés capitalistes avancées,
Cela se manifeste par la fuite des individus séparés dans ce que les sociologues nomment la sphère privée. Les loisirs, la famille, tout ce qu'il en reste, la bande de copains, etc. Ceci développe très logiquement un marché de la séparation qui se manifeste à travers les outils de communication-consommation, mais cette consommation de l'être ensemble se résout finalement dans le monde de la marchandise en un avoir tout seul qui replonge dans la séparation qu'elle était censée pallier. Le travail lui-même, qui est toujours la principale force d'intégration du capital, est de plus en plus perçu comme une contrainte extérieure et qui n'est plus que marginalement ce qu'il décrit l'identité d'individus toujours plus nivelés dans la masse. Et cela n'a rien d'étonnant. À l'heure de la disparition des métiers, remplacés par des fonctions que réclamaient aucune compétence particulière, le monde du travail est devenu celui de l'incompétence. Cette dynamique de déqualification peut être perçue par certains comme une décadence. Et la dynamique de l'intégration par le capital crée bien ses propres barbares de l'intérieur. Mais elle est également une démoralisation du travail où celui-ci apparaît réellement à chacun comme vide de sens, pur arbitraire, contrainte extérieure, exploitation. La morale du travail, autrefois partagée également par la bourgeoisie et le prolétariat, est en train de se dissoudre dans le mouvement de l'intégration capitaliste. L'intégration capitaliste, problème central sur lequel il faudra revenir, se fait de plus en plus sentir comme artificielle. Elle est en tout cas très problématique, et elle induit ce qu'on pourrait nommer une névrose de masse liée au sentiment de ne plus avoir aucune prise sur sa vie. Le prochain mouvement révolutionnaire ne pourra faire l'économie de ce constat, puisque cette impuissance, qui est également ce que l'on nommait autrefois l'aliénation, fait partie intégrante de notre rapport au monde capitaliste. Donc voilà, fin du chapitre. Donc voilà, j'ai essayé d'inaugurer avec un prompteur. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, bien qu'il y ait eu quelques ratés, je pense. Donc cette critique en fait sur le manque de sens du travail, ça rejoint, Graeber, qui est un imposteur de tout du long, David Graeber, c'est un amateur plus 1000. Ça rejoint cette notion de bullshit job. Donc voilà, c'est en 2001, la notion même de bullshit job a été théorisée bien avant Graeber, et j'ai envie de dire quelque part peut-être même de manière beaucoup plus brillante, pour le peu qu'on se penche un peu plus sur le problème. Et donc voilà, c'était la lecture du chapitre 5 de la brochure de l'impasse citoyenniste. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!